Mais vous me voyez faire de nombreux hors-sujets parce que très souvent, j'ai l'habitude de commencer par cette invocation-là. Dieu sait qu'à chaque fois qu'on me donne la parole, je tourne autour du pot, je me gratte dans tous les sens parce que c'est très sérieux. Je crois que Nietzsche n'a jamais prononcé une phrase aussi pertinente en disant mais que la prise de parole publique, mais elle est toujours équivoque. Pourquoi il dit même elle est dangereuse? Pourquoi Nietzsche dit qu'elle est équivoque et même dangereuse? Parce qu'il dit de toute manière, on peut parler pour dire comme on peut parler pour se dissimuler. Mais le drame de celui qui prend la parole en public, c'est que ou qu'il s'agisse de dissimulation ou qu'il s'agisse simplement de dire, il n'a qu'une certitude, c'est qu'il doit dire. Mais Nietzsche dit justement, quand je dis tout le temps, mon problème est de savoir qu'est-ce que je dois dire, comment je dois le dire, est-ce que les dires par lesquels je tenterai d'installer en vous d'autres dires qui soient des dires philosophiques, lequel de ces dires-là relèvera de la philosophie, lequel de ces dires-là ne relèvera pas de la philosophie, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que je dois dire, et le souhait que j'existe, c'est que mes dires à moi réveillent en vous d'autres dires, et que les dires à moi, les dires qui réveillent en vous, soient simplement des dires éminemment philosophiques pour vous permettre d'être armés pour aller aux instituts de philosophie, avoir des 15, des 16, des 17 et des 18. Et donc cela nous permet de montrer dès le départ que vous avez tous commencé l'aventure par envisager cette question-là que vos professeurs considèrent comme la question des questions. Et donc vous avez commencé l'aventure par prendre en charge cette question-là, qui n'est autre que la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Bien entendu, vous comprendrez que je ne revienne pas sur la question de l'origine et des conditions d'émergence de la philosophie, parce que c'est une question qui tient plus de l'histoire de la philosophie que de la philosophie elle-même. Et donc, cette question centrale, inaugurale, par laquelle vous avez démarré vos enseignements, qui n'est autre que la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Je crois qu'avec mes collègues, vous êtes tous parvenus à la conclusion mais que la philosophie, elle a la particularité d'être rigoureusement indéfinissable. Et dire de la philosophie qu'elle a la particularité d'être rigoureusement indéfinissable reviendrait à montrer que ce qui la distingue donc des autres disciplines, c'est que la philosophie, elle se veut rebelle, mais à toute forme de capturation définitionnelle. Je me souviens de cette belle invocation de Karl Popper, que je rappelle très souvent. Il disait, le penseur allemand, certainement vous en avez entendu parler avec mes collègues, Karl Popper, je le cite, que tout projet de définition rigoureuse de la philosophie est dès le départ condamné à un échec certain. Et lorsque Karl Popper disait tout projet de définition de la philosophie est dès le départ condamné à un échec certain, quand on lui poserait la question pourquoi, il répondait en disant, de manière très imagée, que parce que celui qui se donne pour projet de répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, on pourrait simplement le comparer à un pêcheur, mais dont la particularité, dit-il, est que quoi qu'il fasse, quelle que soit son habileté de pêcheur, quelle que soit la qualité de son filet, eh bien, dit-il, il est obligé de rentrer bredouille, c'est-à-dire sans avoir capturé le moindre poisson. Et quand on lui demanderait toujours pourquoi, il répond, entre guillemets, en disant parce qu'il aurait affaire à un poisson spécial appelé philosophie, et quoi qu'il fasse donc, ce poisson se glissera entre les mailles du filet au point qu'il est obligé de rentrer bredouille. C'est un langage imagé, mais pour montrer, comme j'ai dit, la difficulté et l'impossibilité à assigner à la philosophie une définition précise. Parmi les nombreuses raisons que l'on peut invoquer pour montrer en quoi la philosophie est indéfinissable, vous et moi nous en retiendrons trois essentiellement. Trois raisons, j'ai dit, faisant que la philosophie soit rigoureusement indéfinissable. La première raison, elle est liée au fait que lorsqu'on me pose la question qu'est-ce que la philosophie, on ne me demande ni plus ni moins que de produire une définition de la philosophie. Et à partir du moment où répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est produire une définition de la philosophie, de manière logique, la question que je devrais poser, elle devrait consister à se dire mais alors qu'est-ce que définir?
Et lorsque je me pose la question, qu'est-ce que définir? Je me rends compte que ce mot français définir, en tout cas comme la plupart des mots originels formés du latin ou bien du grec, en l'occurrence le mot définir est formé du latin de, plus loin finesse, des finesses, que l'on traduit par borner, que l'on traduit par clôturer, que l'on traduit par délimiter. Bref, toute idée de définition est solidaire de l'idée d'une clôturation d'un champ. Ça veut dire quoi? Définir, c'est dire où commence, où s'arrête. Vous remarquerez que ce travail-là est relativement aisé pour toutes les autres disciplines. Et vous savez pourquoi toutes les autres disciplines, à l'exception notoire de la philosophie, se laisseraient aisément définir. La réponse est que chacune de ces disciplines-là a un objet d'étude spécifique qui lui propre, faisant que, à l'opposé de la philosophie, chacune de ces disciplines-là peut aisément recevoir une définition. Je ne sais pas quel exemple très prosaïque je prendrai. Prenons par exemple l'histoire. À la question « qu'est-ce que l'histoire ?» Votre professeur d'histoire ne perdra pas le temps que perd votre professeur de philosophie pour répondre à la question « qu'est-ce que l'histoire ?» Parce qu'il se dira mentalement quel est l'objet d'étude de l'histoire. Et si je n'ai pas oublié mes leçons de l'école primaire, je crois qu'il dira l'histoire a pour objet d'étude le passé des hommes. Et quand il aura dit que l'histoire est cette discipline qui a pour objet d'étude le passé des hommes, il aura défini, il aura procédé à un tracé des frontières de l'histoire. De la même manière, qu'est-ce que les mathématiques? Même travail mental, quel est l'objet d'étude des mathématiques? Il dira, elles étudient les nombres, les figures, les grandeurs mesurables, et ayant dit ça, il aura également défini les mathématiques. Vous avez l'intelligence de comprendre. Donc, quelle est la première raison faisant que la philosophie, elle, ne puisse être définie? Cela signifie simplement que là où toutes les sciences particulières se spécialisent dans l'étude de tel aspect ou de tel aspect de la réalité, la première raison faisant donc que la philosophie soit indéfinissable, c'est qu'elle n'a pas d'objet d'étude propre. Cela implique que si la philosophie est un discours, c'est un discours total. Si la philosophie est une pensée, c'est une pensée de la totalité. Mais discours total ou pensée de la totalité, c'est bon très simplement que la philosophie, elle est une tentative de compréhension de tous les aspects, de toutes les dimensions, de toutes les manifestations de l'existence. C'est pourquoi d'ailleurs je vous rappelais mon désaccord avec le sujet du bac, qui disait à l'époque, philosopher, c'est certes penser sans preuve, mais ce n'est pas penser n'importe quoi ni n'importe comment. Je dis, je suis d'accord que philosopher, ce n'est pas penser n'importe comment, mais c'est penser n'importe quoi, parce que vous êtes dans l'impossibilité de dire voilà l'objet d'étude de la philosophie. Quelqu'un vient au monde, qu'est-ce que la vie? Quelqu'un en sort, qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce que la guerre? Bref, le fait que la philosophie n'est pas un, mais plusieurs, et même une infinité d'objets d'étude, est la première raison faisant qu'on ne peut pas procéder à une clôturation de son champ et exhiber une définition rigoureuse. À cette première raison, l'absence d'objets d'étude propres, on ira chez le philosophe auquel il a fait allusion tout à l'heure, Emmanuel Kant, célèbre pour une répartie avec un de ses étudiants. Lorsque ce matin-là, cet étudiant lui demanda mais qu'est-ce que la philosophie? La réponse célèbre de Kant a consisté à lui dire où est la philosophie, jeune homme? Elle n'existe pas, la philosophie. Mais lorsque Kant répondit à cet étudiant-là, où est la philosophie? Elle n'existe pas. Il s'empressait de préciser, si tu entends par philosophie un seul et unique système comprenant un ensemble de pensées qu'il me suffirait d'assimiler pour me proclamer philosophe, eh bien sous cette forme-là, la philosophie n'existe pas. Donc c'était une manière pour Kant de lui montrer que la deuxième raison pour laquelle la philosophie est rigoureusement indéfinissable,
C'est parce que dans la réalité, elle ne se conjugue pas au singulier, mais qu'elle se conjugue au pluriel. Ou en termes très simples, mes amis, dans la réalité, ce que Kant disait signifie quoi? Qu'il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies. Et à partir du moment où il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies, il va de soi que nous n'aurons pas une définition, mais évidemment plusieurs tentatives de définition. Gouverné par la non-convergence des points de vue, c'est une manière, vous le savez déjà, de montrer la différence avec la science. Tous mes collègues vous ont dit que la science, elle repose sur quoi? L'accord des esprits compétents. Que la science est gouvernée par le consensus. Alors que la philosophie, elle, lorsque Emmanuel Kant parle de non-convergence des points de vue, c'est pour montrer qu'elle est un terrain de querelle, de controverse, de dispute, faisant que les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et dire qu'en philosophie, et en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et lorsque Emmanuel Kant dit qu'elle est marquée par la non-convergence des points de vue, c'est une manière de dire quoi? L'impossibilité pour les philosophes eux-mêmes, mais de s'accorder sur ce qu'est la philosophie. Et ces trois arguments, l'absence d'objet d'étude spécifique ou propre, la pluralité des systèmes, la non-convergence des points de vue. Vous vous rappelez la belle métaphore de Kant lorsqu'il assimilait globalement le champ de la philosophie à une sorte de champ de bataille où s'affronteraient des théories opposées, mais au terme desquelles il n'y aurait jamais ni vainqueur ni vaincu. Mais dans le fond, Emmanuel Kant insiste sur une dimension essentielle de la philosophie qui subsume ces trois arguments-là. Et cette dimension de la philosophie, c'est qu'elle a un aspect de profonde personnalité. Et lorsque Emmanuel Kant nous invite à retenir qu'au fond, tous ces trois arguments manifestent la dimension de profonde personnalité de la philosophie, cela revient à montrer simplement que la raison profonde pour laquelle on ne peut dire ce qu'est la philosophie, mais c'est qu'il y aura presque autant de tentatives de définition de la philosophie que de philosophes ou de systèmes philosophiques. Il est en train de montrer au fond que chaque philosophe définit la philosophie selon l'orientation qu'il donne à sa pensée. Ou bien, comme vous dites dans votre jargon terminal, chaque philosophe définira la philosophie, mais selon sa propre vision du monde. Et à partir de ce moment où chaque philosophe donnera à la philosophie, j'ai dit, une définition en fonction de l'orientation de sa pensée, il va de soi que la conclusion à laquelle nous sommes obligés d'arriver, c'est que la philosophie n'admettra jamais de définition unanime et universelle. Et dire de la philosophie qu'elle n'admet pas ou n'admettra jamais de définition unanime et universelle nous invitera à revisiter le champ de pensée de ce philosophe que j'ai appelé Nietzsche. Parce que c'est l'un des premiers, me semble-t-il, dans son Zarathustra, à illustrer de façon très pertinente cette dimension personnelle de la philosophie, faisant qu'elle ne peut se voir assigner de définition unanime et universelle. Dans le Zarathustra, dans l'un des passages les plus importants, à la fin d'une des conférences, le garçon est tellement séduit et émerveillé par le discours du philosophe qu'il se met à courir derrière lui en lui disant: mais je veux que tu sois mon maître, que je sois ton disciple, je veux surtout que tu me montres le chemin pour bien philosopher. Première interpellation, ce n'est qu'à la troisième interpellation où le disciple dit, où le garçon dit: je veux que tu sois mon maître, que je sois ton disciple et que tu me montres le chemin pour bien philosopher. Nietzsche, à travers le personnage de Zarathustra, lui dit: mais jeune homme, en me demandant d'être ton maître et que tu sois mon disciple, tu n'as rien compris à mon enseignement. Parce que dès le départ, je me suis défini comme philosophe. Et en tant que philosophe, disait-il, j'écris avec mon sang, S-A-N-G. Et il ajoutait: ceux qui écrivent avec leur sang ne peuvent pas et ne doivent pas être imités. Tu me demandes d'être ton maître et que tu sois mon disciple, mais tu oublies l'éternelle leçon de la pédagogie consistant à dire très clairement que ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer à éternellement son disciple.
Le plus grand service que tu peux me rendre, ce ne sera pas de répéter après moi ce que j'ai dit, mais le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de me tuer, mais non pas en me logeant une balle dans la tête. Quand il dit c'est de me tuer, ça veut dire quoi? De me contester, de me détruire, et quand tu m'auras contesté, détruit, dépassé et remis en question, je vais renaître en toi, mais sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Nietzsche dit, tu me demandes de te montrer le chemin pour philosopher. Écoute ce que je vais te dire, jeune homme. En philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin, et c'est à toi de l'inventer. Vous l'avez bien compris quand il dit, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin, et c'est à toi de l'inventer. C'était une manière de dire quoi? Que la philosophie, elle est d'abord l'affaire personnelle du philosophe, et c'est pourquoi à cette première étape-là, vous et moi, nous consignons la conclusion que la philosophie, elle ne pourra jamais admettre de définition unanime et universelle. Mais c'est l'un de nos vaillants maîtres, Mamou Seyad, qui nous disait en s'amusant un peu, emprunter la ligne oblique. Et quand on lui demandait ce que ça veut dire, il dit, lorsque vous êtes dans l'impossibilité évidente de dire ce qu'est la philosophie, renoncez à cette question-là pour tenter de dire ce que n'est pas la philosophie. Et quand vous aurez dit ce que n'est pas la philosophie, vous aurez une idée de ce qu'elle peut bien être. Tu connais bien le grand maître sophiste qu'il est. Et donc, deuxième étape, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Cela est réglé, me semble-t-il, comme dans un jeu d'enfant au début de l'année avec vos différents professeurs. Je crois que vous avez tous procédé à la déconstruction et à l'approche étymologique du mot philosophie, qui vous a permis de répondre à cette question-là, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Parce que lorsque vous vous êtes livré, comme j'ai dit, comme dans un jeu d'enfant, à ce travail de déconstruction et d'approche étymologique, vous avez tous remarqué de façon évidente que dans la philosophie, nous avons un préfixe et un suffixe. Le préfixe, c'est philo, et le suffixe, c'est sophie. Philo, formé du grec philin, que l'on traduit par aimer, désirer. Et Sophie, formée du même grec, Sophia, que les anciens traduisaient par deux termes, le savoir et la sagesse. Et lorsque donc vous avez dit qu'au sens étymologique et littéral du terme, la philosophie désigne l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, mais en même temps vous avez dit ce qu'elle n'est pas. Parce que vous êtes d'accord avec moi que là où il y a amour, l'amour est toujours symptomatique d'un vide, d'un manque et d'une absence. C'est une évidence de dire que généralement, on ne désire pas ce que l'on a, mais on ne désire que ce que l'on n'a pas. Et donc, dire de la philosophie qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, se reconnaître qu'elle n'est pas quoi? Qu'elle n'est pas savoir, qu'elle n'est pas sagesse. Que le philosophe n'est ni savant ni sage, mais simplement celui qui est désireux de savoir, celui qui est désireux d'être sage. Et cette idée-là, que la philosophie elle-même, au plan étymologique, est plus un exercice de la raison qu'une possession du savoir, qu'une possession de la sagesse. Mais vous savez très bien qu'elle se trouve illustrée par celui qu'on vous présente comme le père fondateur de la philosophie occidentale et qui n'est autre que Socrate. Vous êtes d'accord qu'en disant que la philosophie n'est pas la possession du savoir, n'est pas la possession de la sagesse, c'est Socrate qui l'illustre à merveille. Parce que c'est Socrate qui vous a tous enseigné que philosopher dès le départ, c'est commencer par faire quoi? Par reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance. Et lorsque Socrate vous enseignait que philosopher, c'est dès le départ commencer par reconnaître sa pauvreté en matière de connaissance, mais cela est illustré dans tous les 35 dialogues de Platon dans lesquels Socrate est le personnage principal. Parce que vous savez très bien qu'on a beau vous présenter, je crois que mes collègues vous l'ont dit, Socrate comme le père ou la figure emblématique de la philosophie occidentale, ils vous ont dit en même temps que Socrate n'a jamais rien écrit. Ce que nous connaissons de Socrate, c'est ce qui nous a été rapporté de lui par des disciples tels que Xénophon, tels que Euripide, tels que Aristophane, mais principalement tels que Platon. Et c'est ce cher Platon-là qui nous apprend que Socrate avait l'habitude de marcher, disait-il, pieds nus dans les rues d'Athènes, capitale de la Grèce antique, et il cherchait un prétexte quelconque pour se livrer à son activité favorite, qui n'est autre que l'exercice du philosophie, et de préférence avec un groupe de jeunes gens.
Je ne sais pas sur quel dialogue je vais m'appuyer. Monsieur Dia, prenons le dialogue par exemple qui porte sur le beau, le dialogue de l'Hippias. Parce que Socrate, je vous ai dit, puisqu'il était toujours animé par une soif inextinguible de philosophie, et que la philosophie n'était pas enseignée comme c'est le cas maintenant, de façon formelle, formalisée, à l'école, à l'université, dans son désir ardent donc de philosophie, il marchait souvent, et ce qu'il recherchait, de préférence, c'est un groupe de jeunes gens pour se rapprocher d'eux et se livrer simplement à l'activité philosophique. Dans ce dialogue de l'Hippias, H-I-2-P-I-A-S, lorsqu'il marchait, il entend des éclats de voix, et comme je vous ai dit, dans son désir ardent de philosophie, il presse le pas et se rend compte qu'au bord du fleuve, il y a un groupe de jeunes gens. Quand il s'approche d'eux, il leur dit: jeunes gens, de très loin, on entend les éclats de vos voix. En m'approchant, j'ai le sentiment même qu'il y a de l'électricité dans l'air. Ça veut dire quoi? Vous êtes tellement excités, énervés, que j'ai le sentiment que vous êtes sur le point de se battre les uns contre les autres. Mais qu'en est-il de cette situation? Mais naturellement, vous le savez très bien, quand une personne de certain âge s'approche et veut se mêler de la conversation de jeunes gens, ils sont un peu gênés. Mais quand Socrate insiste en disant que nous vaut cette situation d'agressivité que je sens, le garçon qui donne son nom au dialogue, qui était un peu familier à Socrate, Hippias, comme vous l'auriez fait, en se grattant la tête, lui dit: mais Socrate, tu vois cette jeune fille? Socrate dit: oui. De l'autre côté, j'aperçois une jeune fille en train de s'éloigner. Qu'en est-il d'elle? Le garçon lui dit, mais toujours en se grattant la tête: elle venait de passer devant nous, quoi. Mais certains prétendaient qu'elle était belle, d'autres prétendaient au contraire qu'elle était laide. C'est ainsi que les choses ont dégénéré, mais pour donner la situation à laquelle vous assistez. On vous a parlé de l'ironie socratique. Il va éclater de rire en disant: mais c'est le plus beau jour de ma vie. Je n'ai jamais été autant gâté, mais de toutes mes promenades matinales. Pourquoi? Il leur dit: mais je suis sûr que j'ai en face de moi des experts en matière de beauté. Parce que retenez, jeunes gens, quand même, soyez sincères avec vous, pour être sur le point de se battre sur la question de savoir elle est belle, elle est laide, vous devez être expert et vous devez posséder la science du beau. Pourtant, il y a une façon simple de vous départager. Mais comme ces jeunes gens-là avaient entendu parler de ce vieillard, marchant pieds nus, posant des questions déroutantes, se complaisant à plonger ses interlocuteurs dans l'embarras, dès qu'il leur dit: il y a une façon de simple de vous départager, ils font montre d'agressivité. Socrate leur dit: calmez-vous, jeunes gens, vous voulez savoir elle est belle, elle est laide, vous n'avez pas besoin de vous battre, répondez à la bonne question et l'affaire est réglée. Quelle est cette bonne question? S'empresse-t-il de lui demander, parce que je vous signale que ces jeunes gens-là sont non seulement des ignorants, mais des ignorants de leur propre ignorance. Et donc quand Socrate leur dit: répondez à la bonne question, de manière agressive, il crie en chœur: quelle est cette bonne question? Socrate dit: calmez-vous, répondez à la question, qu'est-ce que le beau? Quand vous aurez énuméré les critères du beau, la fille y ressemble, elle est belle, la fille n'y ressemble pas, elle est laide, et l'affaire est réglée. Mais comme ces jeunes gens-là croient tout savoir, ils commencent par se moquer de la question de Socrate. Mais ne demande pas qu'est-ce que le beau. Toi-même tu sais ce que c'est que le beau. Socrate dit: calmez-vous encore une fois et répondez à ma question. Hippias toujours lui dit: mais cher Socrate, le beau c'est un beau coucher de soleil, le beau c'est une belle jument, le beau c'est une belle marmite, le beau c'est un beau cheval. Et Socrate déclate de rire en disant: mais c'est le plus monumental hors sujet que j'ai jamais entendu. Et vous comprenez pourquoi? Mais parce que ce garçon, en lui disant: le beau c'est une belle jeune fille, le beau c'est un beau cheval, c'est un beau coucher de soleil, c'est une belle chemise, une belle jument, Socrate lui dit: pourquoi tu fais hors sujet? Parce que ma question c'est qu'est-ce que le beau? Et toi tu es en train de répondre à quelle question? Qu'est-ce qui est beau? Oui, qu'est-ce qui est beau? Je regarde autour de moi, tel objet est beau, mais ma question n'est pas qu'est-ce qui est beau, mais qu'est-ce que le beau? Parce que les choses belles ne sont pas belles par elles-mêmes, et si elles ne sont pas belles elles-mêmes, elles ne sont belles que par rapport au beau. Mais même si les belles choses ne sont belles que par rapport au beau, aucune des belles choses à elles seules ne pourrait dire ce qu'est le beau. Ce n'est pas en me donnant 1 million d'exemples de choses belles que tu répondras à ma question: qu'est-ce que le beau? C'est très long, mais on va résumer. À la fin, le garçon, il est dans l'embarras et se rend compte que oui, il est dans la confusion mentale et qu'il n'arrive pas à faire une distinction nette entre ce qui est beau et le beau lui-même. Et il dit à Socrate: mais finalement,
qu'est-ce que le mot Socrate? Je vous demande de m'aider parce que je me rends compte que je ne peux y répondre. Et vous imaginez la réponse de Socrate consistant à lui dire, mais jeune homme, je me trahirai en répondant à cette question-là. Parce que comme vous le chantez par cœur, moi Socrate, qu'est-ce que j'ai dit dès le départ? C'est que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate dit, mon travail est terminé à partir du moment où je t'ai amené toi-même à te rendre compte du fait que tu croyais savoir alors que tu ne sais rien. Et il dit souvent, vous me faites un mauvais procès, moi Socrate, parce que quand je marche dans la rue, vous m'interpellez, vous me regardez, pour parler en français de Paul, que les Peuls me pardonnent, avec de gros yeux, une façon de dire, machallah, c'est l'homme dont on nous dit qu'il a une tête pleine à craquer. Socrate lui dit, ce n'est pas ça la différence entre vous et moi. La différence entre vous et moi, ce n'est pas qu'à moi Socrate, ma tête soit pleine et qu'à vous, vos têtes soient vides. La différence c'est quoi? C'est que j'ai dit tout à l'heure, non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Non seulement vous ne savez pas, vous ne savez pas, mais vous croyez savoir. Et celui qui croit savoir s'interdit de savoir. Alors que moi, non seulement je ne sais pas, mais au moins je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, il s'est rendu disponible pour aller à la quête du savoir et aller à la quête de la sagesse. Et cette idée socratique-là, que la philosophie doit renoncer à toute prétention encyclopédique, cette idée socratique que la philosophie n'est pas l'accumulation d'un ensemble de connaissances, vous en trouvez illustration chez maints auteurs dans l'histoire de la philosophie. Je ne sais pas qui me vient à l'esprit, oui, quelqu'un qui vous est familier, Vladimir Grégoriev, vous le connaissez? Disant clairement quoi? Pour montrer que le philosophe n'est pas celui qui est dépositaire d'une somme de connaissances. Que dit Vladimir Grégoriev? Le philosophe, ah bon, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ajoute, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Fin de citation. Lorsque Vladimir Grégoriev dit, le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible, il ajoute, le philosophe démolit les fausses certitudes de qui croit savoir et le rend disponible pour la quête d'une science du bien. Ou bien en termes plus simples, je crois, celui qui vous est le plus familier, c'est Emmanuel Kant, disant qu'il n'existe pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut apprendre qu'à philosopher. Et justement, notre troisième étape consistera à dire qu'est-ce que apprendre à philosopher. Cette